Corps. Corps à corps. Et avant de commencer ce corps à corps, merci infiniment à vous tous sur le chat. Vous l'avez vu, on a eu des difficultés de connexion avec notre autre invité. Et je vous ai demandé des cœurs et des pouces. Alors là, j'en ai jamais vu autant. Franchement, c'est hyper sympa de nous soutenir dans les difficultés techniques des aléas du direct, qui arrivent vraiment, alors là, pour le coup, même aux plus grandes radios, dont nous faisons partie, évidemment. Mais donc tout de suite, on va parler, vous le savez, de l'assurance chômage. Alors mercredi 27 mars, lors d'un entretien aux 20h de TF1, donc c'était pas il y a si longtemps, Gabriel Attal a déclaré qu'une vraie réforme globale de l'assurance chômage sera élaborée d'ici à l'été pour qu'elle puisse entrer en vigueur à l'automne. Alors, cette vraie réforme globale de l'assurance chômage voulue par Gabriel Attal va complètement, il faut le savoir, à l'encontre de la ligne de conduite annoncée par ce même gouvernement. Alors, la fameuse ligne de conduite, accrochez-vous, parce que c'est un mot compliqué, qui ne veut pas forcément dire grand-chose, la contracyclicité. Voilà, ça c'était la ligne de conduite annoncée par le même gouvernement qui était mise en place en février 2023, selon laquelle quand le chômage baisse, on peut durcir les règles du chômage, d'accession aux subventions du chômage si vous voulez, et quand il ne baisse pas, la logique est qu'on ne le fasse pas, c'est-à-dire qu'on ne durcisse pas, au contraire qu'on aide les personnes qui sont au chômage, puisqu'il est difficile de lutter contre cette période du chômage. Bon, je vous rappelle à ce sujet d'ailleurs les promesses qu'on est allé chercher, nous, d'Olivier Dussopt, qui était alors ministre du Travail. Je vous donne cet extrait. C'était le 21 novembre 2022. Il était en conférence de presse et donc il expliquait ces nouvelles règles et la fameuse ligne de contracyclicité. Écoutez-le. La situation que nous connaissons actuellement est favorable et nous considérons que nous reviendrons aux règles classiques d'indemnisation si le chômage revenait à un niveau supérieur à 9% ou s'il connaissait une augmentation de 0,8 points en un trimestre. Cela permet de tenir compte à la fois d'une dégradation progressive que personne ne souhaite évidemment de l'emploi, tout comme d'une dégradation très subite de l'emploi, comme cela avait pu être le cas par exemple après la crise de 2010. Et donc la réforme s'appliquera aux nouveaux demandeurs d'inscrits après le 1er février 2023. Eh bien, décidément, on a des problèmes aujourd'hui. Dégradation de l'emploi. Donc, vous avez entendu Olivier Dussopt qui nous dit s'il y a une dégradation de l'emploi, de l'offre d'emploi, évidemment, on ne va pas durcir ces règles. Pas de peau. C'est exactement ce que annonce aujourd'hui Gabriel Attal. Je vous propose de l'écouter. Gabriel Attal, aux 20h de TF1, le 27 mars. Écoutez ce qu'il dit. Cette durée d'indemnisation de plusieurs mois, je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois, parce qu'on voit qu'il y a un effet très fort dans les 12 premiers mois, mais c'est la première piste. Ensuite, dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. C'est 6 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 6 mois, 6 mois sur les 2 dernières années. Si vous travaillez 6 mois tous les 2 ans, vous avez votre indemnisation chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire qu'il faut travailler plus davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, ils s'apprécient sur une durée moins longue, qui est plus 24 mois, mais qui est par exemple 18 mois. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage, combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les 2 précédentes, mais on va laisser les partenaires sociaux. Oui, alors en général, ça finit toujours comme ça. On va laisser les partenaires sociaux décider. Mais bon, la décision est déjà plus ou moins prise. Réduction de la durée d'indemnisation, modification du temps de travail, peut-être les deux, on verra. Alors, comment comprendre ce changement de cap, On nous a promis la fameuse contracyclicité. S'il y a une dégradation de l'emploi, pas de dégradation de l'indemnisation chômage. Et là, on n'est plus du tout dans cette promesse annoncée par le gouvernement. Alors, comment comprendre ce changement de cap? Et quels sont les intérêts en plus du gouvernement? Vraie question. Alors que les économies qui sont réalisées, finalement, avec cette reprise de l'assurance chômage, ne sont même pas si importantes que ça. Grande question, et toutes ces questions, on les pose à Philippe Murer, Alexandra Dupuis. Alexandra Dupuis, maître avocat au barreau de La Rochelle et en droit du travail, qui va nous rejoindre dans quelques instants, et Philippe Murer qui est avec nous. Bonjour Philippe Murer.
Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec un téléphone et un Zoom qui fonctionne. Oui, Alors, je le normalement rappelle. j'ai Oui, exactement, vous avez une bonne une bonne connexion. connexion. Normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, je le rappelle, hein, vous êtes économiste, spécialiste des questions de l'énergie notamment, et auteur de Sortir du capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'on vous reçoit, on se dit que le titre de votre livre est particulièrement d'actualité. Et ça ne s'arrange pas. Alors, expliquez-nous, peut-être vous avez compris la Macronie. Expliquez-nous ce qui se passe là. Ouais, c'est une bonne question de comprendre ce qu'ils veulent dire, parce que Oui, vous voyez bien que, premièrement, ils mentent, vous l'avez bien signalé, oui. et deuxièmement, c'est incompréhensible ce qu'ils racontent. Je pense qu'il y a plein de pistes différentes, ça devient de plus en plus technocratique, et personne n'y comprend rien. Or, des règles, elles doivent être claires. Mais en fait, derrière cela, je voulais commencer par ça, Clément, si je me permets, Oui. c'est le grand mensonge qu'il y a derrière tout ça. Et ce grand mensonge, on ne peut pas le laisser passer, et les Français le laissent trop passer. Nous ne sommes pas du tout au quasi plein emploi. Ça, c'est un mensonge total. Alors, je vais vous le dire sur 4 points, rapidement. Hmm. Premier point, le gouvernement n'utilise pas des statistiques en dur, hein, les statistiques de Pôle emploi. Donc, le nombre de chômeurs qui est compté, affilié, avec des papiers, avec des preuves, etc. Non, il utilise un sondage, le sondage de l'INSEE sur le taux de chômage. Et donc, c'est un sondage qui sert de base. Non, mais Or, c'est ce une blague. sondage, Ça veut dire quoi? On demande aux gens, est-ce que vous vous sentez en plein emploi? oui, avec beaucoup de questions intermédiaires, ce Hmm. qui fait que c'est un sondage et que on obtient des taux d'emploi, des taux de chômage qui sont faux. Donc là, on explique aujourd'hui qu'on est à 7,5% et que le taux de chômage remonte, mais il faut bien comprendre que le taux de chômage le plus bas, selon le sondage de l'INSEE, qu'utilise sans arrêt le gouvernement, c'est en juin 2020, quand tout est fermé, qu'on est dans les confinements Hmm. Covid. Hmm. C'est à ce moment-là que le taux de chômage de l'INSEE est le plus bas. Pourquoi? Parce qu'un sondage, on peut lui faire dire n'importe quoi selon les questions qu'on pose. Donc ça, c'est la première manipulation Oui, du gouvernement. c'est Vous déjà avez pas mal, remarqué, oui. hein, Oui. avant, on parlait toujours du taux de du nombre de chômeurs de Pôle emploi Oui, en tout à dur. fait, il y avait même Aujourd'hui, on les parle du... catégories A, catégorie B, enfin, il y avait déjà des arnaques aux catégories. Exactement. C'est le deuxième point sur Ah, lequel alors allez-y. je vais revenir. C'est qu'en fait, il y a 5 catégories. Hmm. Donc, personne n'y comprend plus rien. Il y a les 3 millions de chômeurs en catégorie A, puis il y a tout un tas de gens qu'on enlève de la catégorie A pour plusieurs raisons. Et on arrive, en fait, le taux de chômage, toute catégorie, le nombre de demandeurs d'emploi, pardon, toute catégorie, c'est 6 millions d'eux à l'INSEE, à Pôle emploi. Donc, en divisant comme ça, en plein de catégories, on divise les gens Bien et sûr. on enfume le débat. Donc, en fait, quand vous regardez, si vous avez entre 3 et 6 millions de demandeurs d'emploi, eh bien, ça veut dire que vous avez entre 12 et 20% de chômage. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a à peu près 26 millions de personnes qui travaillent. Et ce taux de chômage remonte d'ailleurs avec la récession. Troisième arnaque du gouvernement Macron, c'est de la création d'emplois de façon très artificielle et de très mauvais emplois. La première chose, c'est que Macron a réussi à payer, en payant pratiquement à 100% pendant un an les apprentis aux frais de l'État et en les faisant travailler dans les entreprises, à faire en sorte qu'il y ait 400 000 personnes de plus qui travaillent, Hmm. qui sont des apprentis payés par l'État à 100%. Hmm. La deuxième chose, c'est que Macron a fait passer le nombre d'auto-entrepreneurs de 1,2 million à 2,5 millions. Hmm. 2,5 millions, donc c'est gigantesque et c'est des emplois qui sont très très mal payés puisque ceux qui sont vraiment actifs, on se retrouve avec, selon l'INSEE, un salaire moyen de 600 euros par mois. Donc, Hmm. ils ont créé des gens qui sont payés à la moitié du SMIC. C'est l'ubérisation, c'est la fameuse ubérisation. Oui. Exactement. Et la quatrième chose, c'est le mythe des emplois vacants en France. Alors, on n'arrête pas de vous dire, et quand vous écoutez les médias, on vous dit que il y a plein d'emplois vacants et que les Français sont donc implicitement des fainéants, Oui. les 6 millions de personnes à Pôle emploi. Hmm. Le taux d'emploi vacant, quand vous le regardez, selon les statistiques officielles d'Eurostat, c'est 1,9% en France. Donc c'est très peu et c'est inférieur aux autres pays européens. Et puis il y a beaucoup d'emplois vacants que vous pouvez enlever, c'est-à-dire par exemple dans la région où j'habite aujourd'hui, la Provence, évidemment qu'il y a des emplois vacants de serveurs en restaurant ou de Ce que j'allais vous dire, cuisiniers la pendant l'été. restauration. Oui. Et pourquoi? Parce que comment voulez-vous que les gens puissent, avec un travail payé 1 500 euros par mois net, se payer
une location dans un endroit de vacances extrêmement prisé où les locations sont très chères. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui font qu'il y a des emplois vacants d'une certaine manière. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y aurait pénurie de travailleurs et qu'en même temps, on a les salaires qui baissent, Clémence? Les salaires ont baissé de 5% en 3 ans compte tenu de l'inflation. Hein, ça, c'est les données en dur de l'INSEE. Et donc, on aurait là une exception totale à la loi de l'offre et de la demande. On est en pénurie de travailleurs et les salaires baissent. On voit qu'on se moque de nous. Macron se moque du monde. Il crée, avec l'aide des grands médias, donc ce mythe du quasi plein emploi qui est complètement faux et qui est la base de tout le travail qu'ils font sur la réduction de la sécurité sur le chômage. Et donc, ils en profitent pour baisser les conditions d'allocation, la durée des allocations des chômeurs. Les chômeurs sont ainsi devenus une sorte de bouc émissaire pour le gouvernement pour échapper à la médiocrité de sa politique économique. Tout est mis pour pointer du doigt les chômeurs comme responsables des problèmes de la France et non le gouvernement. Ouais. Et alors, beaucoup de choses à dire, ce que vous avez dit, dont cette volonté d'une forme d'ubérisation, cette volonté aussi de légaliser la migration illégale en disant eux peuvent accepter ces salaires à la baisse, même si justement peu importe où ils seront logés, ils se débrouilleront bien parce que eux aussi ont peut-être accès à des aides, etc., que n'ont pas les autres. Beaucoup de questions à ce que vous avez dit. Et puis rajoutez une chose, parce que vous dites finalement le point de départ de votre histoire, c'était on n'est pas en plein emploi. Mais même eux, même selon leurs chiffres et même peut-être même selon les sondages que vous citez, le taux de chômage a légèrement remonté depuis un an, disent-ils. On est à 7,5% de la population active, selon les chiffres de Macronie. Loin de l'objectif de plein emploi annoncé par Emmanuel Macron, qui était autour de 5% en 2027. Donc même selon leur façon de calculer, qui est hyper avantageuse, leur façon de voir les choses avec les sondages, comme vous l'avez dit, etc., on est quand même dans une augmentation du taux de chômage qui fait qu'on est quand même dans leurs chiffres à eux, pas dans le respect de la fameuse contracyclicité, c'est-à-dire quand le chômage augmente, au contraire, on ne touche pas à l'indemnisation chômage, on ne touche pas aux chômeurs. Donc, même selon leur logique à eux et selon leurs chiffres à eux, et pourtant Dieu sait qu'ils savent les arranger, comme vous avez su nous le montrer, et bien même avec tout ça, on voit bien qu'ils sont en train de casser leur propre logique et leurs propres promesses. Alors, on va donner la parole à Alexandra Dupuis qui nous a rejoint. Bonjour Alexandra Dupuis. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, donc avocat au barreau de La Rochelle et spécialiste en droit du travail. Alors, on a parlé justement du mensonge en fait autour du plein emploi par Philippe Murer. Et la question que je me posais aussi, c'était comment comprendre ce changement de cap? Quel est leur objectif final? Est-ce que c'est juste un objectif financier ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, finalement, une forme de casse sociale, une casse justement de ces garanties qui peuvent peut-être paraître trop lourdes? Je ne sais pas. Quel est l'objectif? Ça va toujours un peu dans le même sens, parce que j'avais discuté avec vous il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, lors de la dernière réforme de l'assurance chômage, qui rentrait dans une logique qui était plus globale, parce qu'effectivement, il y avait la réforme de l'assurance chômage, il y avait la réforme de la retraite, il y a la réforme du code du travail aussi en amont et en aval de toutes ces mesures-là. Et donc déjà, il y a une incohérence des messages. C'est-à-dire que là où on est dans une période post-Covid et de manière générale qui est très loin du plein emploi, et effectivement là-dessus on est tous d'accord, on a parallèlement une grosse crise sociale qui est là, qui se voit, que moi je vois effectivement à la lueur de ma profession, puisque je vois le nombre d'emplois qui est aujourd'hui en jeu, le nombre de licenciements qui est en jeu. Donc, si vous voulez, on n'a jamais eu autant besoin d'une protection sociale qu'aujourd'hui, et pour autant, on est en train de la démanteler d'une manière assez évidente et assez visible. Alors, quel est le but? Le but, c'est de trouver effectivement, et je vais rejoindre ce que vous disiez, M. Muller tout à l'heure, c'est de trouver un bouc émissaire. Ils n'ont rien inventé. De tout temps, l'histoire a trouvé des boucs émissaires, et aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment que ce sont les chômeurs. C'est un peu la partie faible du système, et elle est présentée comme telle. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on en est arrivé à un point où il y a une culpabilisation, effectivement, des gens qui n'ont pas d'emploi,
Dans le sens où soit on va leur dire ce qu'on leur dit depuis très longtemps, hein, depuis que M. Macron est au pouvoir, vous devriez travailler, vous n'avez qu'à traverser la rue. Donc Oui. finalement, si vous ne travaillez pas, c'est que vous ne voulez pas travailler. Une culpabilisation, j'allais dire, vis-à-vis du système collectivement parlant, puisque vous nous coûtez trop cher. Et donc non seulement vous êtes presque des voyous parce que vous profitez du système, parce que si vous vouliez travailler, vous travailleriez. Et à cause de vous, le système aujourd'hui est en danger parce que nous avons un déficit et que ce déficit, nous devons aller le récupérer, le soigner en mettant un terme finalement à ce système qui est un système de prospérité pour ceux qui ne veulent rien faire. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment ce message-là, qui est un message dangereux, dangereux parce que collectivement, on va effectivement finir par faire penser aux citoyens de manière générale que c'est la faute des gens qui ne travaillent pas si le système va mal, ce qui évidemment est un mensonge parce que les faits sont là, les chiffres sont là, il n'y a jamais eu autant de plans sociaux, pardon. Il n'y a jamais eu autant de gens qui subissent des licenciements économiques, même de manière plus individuelle. Il n'y a jamais eu effectivement un moment, alors jamais c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas depuis longtemps dans notre histoire contemporaine, et on est dans une vraie période de crise sociale et on le voit et on le sait. Donc venir culpabiliser cette précarité-là, ça n'a pas de sens. Voilà. Oui, mais en fait, justement, c'est même quelque chose dans leur logique qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi s'en prendre maintenant aux chômeurs, alors qu'on sait en plus qu'en termes de revenus, ça ne va pas leur apporter tant que ça en termes d'économie. Alors on sait qu'ils cherchent de l'argent partout, mais là, c'est même pas forcément la poule aux œufs d'or, quoi. Donc on a du mal à comprendre quel est l'objectif. C'est forcément pas très... ça va pas plaire à tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un objectif Je peux me derrière plus permettre, large? Oui, bien Clémence? sûr, bien sûr. J'allais me tourner vers vous, Philippe. Alors, tout à fait, vous avez raison, parce que le déficit public de la France, ça part de ça. Ça part du fait qu'on est à 5,5% du PIB de déficit. Mmh. Il faut bien comprendre que c'est le problème de tous les pays occidentaux. On a certes des dirigeants nuls, mais les autres pays européens occidentaux ont des dirigeants pas très bons non plus. Oui. On a 4% de déficit en Espagne, on a 5% au Royaume-Uni, on a 7% en Italie et 7% aux États-Unis. 7% aux États-Unis. Donc ce déficit public, il est partout élevé en Occident. Et pourquoi? Parce que l'Occident ne produit plus rien. Et l'Occident a tout délocalisé, l'Occident s'appauvrit. Les gens s'appauvrissent en Occident par la baisse des salaires et les pays s'appauvrissent par la désindustrialisation. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont les erreurs de politique économique de nos dirigeants occidentaux qui sont la cause de tout cela. Et si on revient sur les économistes dont vous parlez, on se rappelle que Macron et l'Union européenne ont annoncé un plan de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine en février 2024. 50 milliards d'euros, la quote-part de la France, c'est 20% des dépenses de l'Union européenne, donc c'est grosso modo 10 milliards d'euros qu'on va dépenser pour l'Ukraine. Grosso modo, pour l'Ukraine, pour la guerre Ukraine-Russie, on a déjà dépensé 120 milliards d'euros. 20 milliards d'euros en aide pour la guerre et 100 milliards d'euros pour les boucliers énergétiques suite aux sanctions qu'on a prises contre la Russie. Donc 120 milliards. Au niveau on a dépensé français. 300 milliards, exactement, juste pour la France. 300 milliards d'euros, on a dépensé pour le confinement, pour une maladie qui est certes une très grosse grippe, mais qui n'est pas une maladie hyper mortelle, qui était le Covid. Donc, on a gaspillé 420 milliards d'euros. Et là, on va aller chercher 1 milliard d'euros auprès des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que faut bien rappeler que les chômeurs, en fait, ce ne sont pas des gens qui profitent de la vie. Parce que quand on est cadre et qu'on est chômeur, c'est 60%, l'allocation chômage, c'est 60% de son salaire net. Donc, on vit avec 40% de moins. Oui. Quand on est smicard, comme les salaires sont plus bas au niveau du SMIC et que tout sous-compte à ce niveau-là, c'est grosso modo 1 000 euros par mois contre 1 400 euros quand on a le SMIC. Donc, c'est 30% de moins. Donc, on voit bien que ce ne sont pas des gens qui en profitent, sachant en plus, la moitié des gens qui sont inscrits à Pôle emploi sont des gens qui ont 0 indemnité. Ils sont inscrits pour retrouver un travail, ils n'ont pas d'indemnité. Donc, quand on voit les énormes erreurs à coût de dizaines, de centaines de milliards d'euros qu'on fait de gaspillage, qu'ont fait Macron et Bruno Le Maire, et d'aller chercher quelques sous chez des gens qui sont pauvres, qui cherchent un emploi et de les stigmatiser, c'est absolument honteux et c'est complètement inefficace. Oui, et attendez, mais une question quand même
Enfin, j'ai l'impression qu'ils brûlent les yeux. Je veux dire, on participe tous, on paye tous notre chômage en fait. Donc c'est même pas de l'argent volé à l'État, c'est nous qui l'avons donné quand on travaille, on participe à notre propre chômage. Philippe? Vous avez Ouais. tout à fait raison, on participe. Donc les gens cotisent et ont un salaire plus bas, ils cotisent pour avoir une allocation chômage s'ils sont virés. Tout salarié peut être viré, hein, soit parce que son entreprise a des problèmes économiques, soit parce qu'il ne s'entend pas avec son patron. C'est toujours une possibilité. Et en fait, on peut étendre cela puisqu'on paye des cotisations sociales toujours aussi importantes, mais la retraite, elle a été repoussée de 62 à 64 ans. On le sait. Les allocations chômage, donc, elles sont abaissées et en même temps, la durée est réduite. C'était 2 ans, ça va passer à 1 an maintenant. Et puis, de la même manière, pour les gens qui ne sont pas dans ces catégories-là, les dépenses de santé sont de moins en moins remboursées. Les allocations pour les maladies de longue durée, etc., sont de moins en moins remboursées. Donc, en fait, on paye des cotisations sociales et elles sont détournées par Macron de leur but. On vous réduit sans arrêt vos droits. Et ça pose un problème majeur, quoi. Oui, non, mais voilà, ça pose vraiment des questions et vous l'avez rappelé, tout ça pour récupérer 1 milliard d'euros. Enfin, ça, c'est l'annonce. Alors qu'il suffirait peut-être d'une meilleure gestion, je ne sais pas, hein, géopolitique, énergétique, pour ne pas avoir à s'engouffrer dans ce genre de recherche de finances chez les pauvres, entre guillemets. Alexandra Dupuis, est-ce que vous aussi, vous considérez que finalement, là, on va chercher de l'argent, là, on ne devrait pas aller le chercher et on pourrait faire bien d'autres choses? Oui, alors moi j'ai pas de compétences, comment dire? Économiques, c'est pas mon terrain. Mon terrain, c'est effectivement le droit du travail. Je pense qu'effectivement j'ai envie de dire, il y a forcément d'autres solutions parce que de toute façon, ça n'est pas la solution. Avec le peu de compétences économiques que je peux avoir, je sais faire des additions et des soustractions et il est évident que, c'est tellement insignifiant, économiquement par rapport à ce dont on a besoin que évidemment la balance ne s'équilibre pas dans une telle mesure. C'est-à-dire qu'au regard des dégâts qu'elle peut faire individuellement, cette réforme, et qu'elle fait déjà, parce que je vous rappelle qu'on a quand même une réforme qu'on n'a même pas fait rôder. Ça fait même pas 1 an qu'on a commencé l'ancienne réforme et on est déjà en train d'en projeter une nouvelle. Donc on n'a même pas le temps de voir s'il y a une efficacité dans le système qui est déjà très entamé, tel on essaye de le mettre en œuvre depuis quelques mois et on en est déjà donc à annoncer qu'on va encore serrer la vis. Donc effectivement, il y a, à la fois, une incompréhension parce qu'on est tous convaincus, encore une fois, parce qu'on sait faire des additions, des soustractions, que, l'espèce de solution qu'on vend aujourd'hui et qui stigmatise effectivement la partie la plus précaire, de notre population n'est pas une solution économique, qu'on peut entendre et parce qu'effectivement, il suffit de tourner la tête à droite et à gauche pour savoir qu'il y a, d'autres solutions beaucoup plus efficaces, en termes d'économie. Et puis il y a une incohérence du message, c'est-à-dire que si vous regardez les choses encore une fois dans leur ensemble, on a des partenaires sociaux qui donc sont, le patronat et effectivement les syndicats, qui sont en train, eux, de se mettre d'accord pour faire une réforme qui soit cohérente au regard de ce dont les travailleurs et les employeurs ont besoin. On a un accord qui est signé avec une proposition effectivement, notamment du MEDEF. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Mais sur laquelle les syndicats ont trouvé une voie, en tout cas, de discussion et une voie d'accord, notamment sur l'emploi des seniors. Au regard de la réforme des retraites, il a bien fallu s'adapter. Et donc, il y a toute une partie de cette discussion qui concerne l'assurance chômage et qui n'a rien à voir avec ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui a juridiquement laissé la parole aux partenaires sociaux pour créer un droit social donc, qui soit au plus près du besoin de l'ensemble des parties concernées. Et en même temps, vous avez un gouvernement qui ne laisse pas ce dialogue-là se faire et la réforme qui doit arriver à l'issue de ce dialogue-là se faire, puisque en fait ils interviennent avant pour dire alors en fait vous avez signé un accord ou vous allez signer un accord puisque ça a été fait il y a quelques jours, quelques semaines, hein, cette proposition et effectivement c'est ce dialogue qui a l'air effectivement d'être constructif. Et là tout d'un coup on voit arriver le gouvernement qui finalement
se met au milieu de ce dialogue-là et dit que c'est lui qui aura la parole sur la réforme telle qu'il veut la faire maintenant. Donc c'est incohérent. C'est-à-dire que soit effectivement on fait ce qu'on a dit et on laisse les partenaires discuter et faire ce qui est bon pour eux, ou en tout cas essayer, soit on attrape tout ça d'une main de maître en disant de toute façon nous on balaye ce dialogue-là et c'est nous qui aurons le dernier mot. Et ça c'est incohérent parce que c'est ce qu'on nous c'est l'histoire du dialogue social et c'est les Oui. partenaires qui vont décider. C'est comme ça qu'on nous vend la réforme du droit du travail depuis des années. Ah oui, bah là, on a même entendu dans l'extrait qu'on a entendu, hein, Gabriel Attal dire non, mais moi je dis ça, mais évidemment, je laisse les partenaires sociaux décider. Ils vont se rencontrer début avril. Donc voilà, Oui, enfin, sauf que la parole de ce que dit M. Attal n'est pas la parole des partenaires sociaux. C'est-à-dire que ce que lui annonce n'est pas du tout le sens de ce qui est en train d'être décidé. Mm. Encore une fois, y compris pour. Donc Parce c'est en fait que, c'est une façon de leur mettre un peu la pression. complètement. Mm. C'est exactement ça, vous avez exactement dit ce qu'il fallait dire. Et en plus, s'agissant des seniors, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais c'est une grande partie aussi des personnes qui sont visées. C'est-à-dire que ce qui était avant des retraités sont aujourd'hui des chômeurs. Donc ça veut dire que lorsqu'on vise effectivement le chômage et l'assurance chômage, on vise Oui, toute alors qu'on n'a la pas senior, réglé. Oui, alors qu'on n'a évidemment pas réglé le problème, oui. loin de là. En fait, Donc on ne fait qu'accentuer le problème de cette partie-là de notre population qui est faible, qui est affaiblie. Et pour rebondir sur ce qui vous était dit tout à l'heure par M. Muller, cette partie-là de la population qui, depuis des décennies, a cotisé pour avoir le droit, effectivement, à être pris en charge dans le cadre du chômage, à défaut d'être pris en charge dans le cadre de la retraite. mmh. Non, mais c'est très intéressant ce que vous expliquez. Il y a plusieurs choses, plusieurs volets finalement à cette discussion. Il y a et une dont on n'a pas encore parlé, dont on va parler bientôt, j'imagine, sur la charge sociale, en fait, aussi le coût d'un salarié pour l'entreprise, pour l'entrepreneur, contrairement au coût réel, enfin à ce qu'il perçoit réellement. Ça, c'est un élément. Le fait que finalement, l'emploi, enfin en fait, pour résoudre le problème peut-être du chômage, peut-être faudrait-il commencer à s'intéresser vraiment au problème de l'emploi. Donc là, on a mis encore plus de personnes, comme vous l'avez dit, avec les retraités, qui se retrouvent maintenant pas retraités, mais bien demandeurs d'emploi. Et maintenant, on attaque les demandeurs d'emploi. Donc c'est intéressant, après avoir attaqué les retraités. Donc commençons peut-être à s'intéresser à l'emploi. Et pourquoi l'emploi français ne fonctionne pas alors? Pourquoi l'emploi français est-il obligé, comme l'expliquait Philippe Murer tout à l'heure, de compenser, soi-disant, des postes restés pour le moment vacants, en faisant appel à une immigration illégale? Et on nous dit non, mais tout ça, c'est pour le bien de l'économie parce qu'il n'y a personne chez nous qui veut travailler. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de fond là-dedans, Philippe Murer? Il est très intéressant de montrer cette contradiction, Clémence. Effectivement, au moment, il n'y a pas de croissance en France. Il n'y a pas de croissance du tout depuis 4 ans. On a 0,4% de croissance par an en moyenne. Donc, c'est bien sûr qu'on ne va pas créer d'emplois avec une croissance pareille. Mais en même temps, on vous fait venir 400 000 immigrés par an. Mmh. En plus, 400 000 de flux d'immigration, on vous fait rentrer des étrangers en disant on en a besoin pour qu'ils travaillent. Oui. D'ailleurs, pourquoi pas dans l'agriculture? Oui. J'en profite pour rebondir sur des chiffres qu'on a aux États-Unis, très officiels par le Bureau du travail. En fait, depuis 4 ans, il y a eu 3 millions de créations d'emplois aux États-Unis. Ça se décompose en 3 200 000 créations d'emplois pour les immigrés nouveaux sur le sol américain et moins 200 000 créations d'emplois, donc 200 000 destructions d'emplois pour les Américains d'actifs. Donc on voit la problématique arriver. L'autre chose qui est fondamentale, c'est que de toute manière, on n'a pas de croissance. Aujourd'hui, on a 2 trimestres de récession en France, on est à moins 0,1 et 0, donc on est quasiment en récession. On coupe dans la dépense publique, donc on va rentrer encore plus en récession, et ce problème se retrouve dans tout l'Occident. Donc on ne va certainement pas créer des emplois à l'avenir. Donc du coup, cette réforme de l'assurance chômage à 12 mois d'assurance chômage pour les gens est injuste. N'oublions pas que pour les cadres, ils ont 6 mois à 60% de leur salaire net, et après 6 mois de chômage, ce qui est quand même court pour retrouver un travail pour un cadre, eh bien on se retrouve à 40% du salaire net. Donc si vous êtes cadre, vous devez continuer à payer vos loyers, les études des enfants, votre nourriture, mais vous n'avez plus que 40%. Donc c'est un problème majeur. Mais alors je vais vous dire, Clémence, en plus, ils font fausse route sur toute la ligne. Et ils nous amènent vraiment à un désastre, et je vais vous dire pourquoi. Oui. La vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que la productivité baisse en France depuis 4 ans. D'accord? C'est ce qu'on voit un peu dans les autres pays européens, mais encore plus accentué. Ça veut dire qu'elle a baissé de 5%, ce qui signifie que chaque salarié français, en fait,
produit 5% en moins de valeur ajoutée, donc de PIB, qu'avant. Et ça, c'est un problème gravissime qu'on n'a jamais vu auparavant. Sauf, on le voit sur une courte durée de 6 mois pendant une récession où les chefs d'entreprise ont une forte baisse de la production, ils ne licencient pas les salariés. Mais on n'a jamais vu une baisse sur cette durée-là, sur 4 Et ans, c'est lié à quoi alors? de la productivité. C'est lié au fait, alors c'est ce qu'on pense intuitivement, c'est ce qu'on voit, mais il n'y a pas de preuves scientifiques, on n'est pas dans la science là. C'est ce que pense Patrick Artus, patron de Natixis, du service économique d'Intexis, Jacques Sapir, Olivier Passé aussi, qui est patron de l'Institut économique, des économistes de l'Institut économique Xerfi, c'est qu'en fait, on a un problème de perte du sens du travail. C'est-à-dire que les salariés avant, vous savez, ils partaient en burn-out, ils voulaient se donner à tout prix à leur travail et il y avait beaucoup de gens qui finissaient en burn-out. Oui. On est passé sans doute à l'étape d'après de la démotivation complète. En fait, les gens ont des mauvaises conditions de travail en moyenne. Je n'accuse pas toutes les entreprises et en plus, c'est un effet systémique. Il faut bien le comprendre. Mais en moyenne, on a une forme de démotivation en fait des salariés. Si on impose aux gens de prendre n'importe quel boulot, par exemple quelqu'un qui était horticulteur, à qui on demande de traverser la rue pour devenir plongeur, c'est ce qu'avait demandé Macron, eh bien on va avoir une forme de démotivation et de perte de productivité encore plus forte dans l'économie française, ce qui posera des problèmes globaux à l'économie française. Et donc, ce qui va poser des problèmes encore plus graves. Donc, c'est injuste comme on l'a montré, mais c'est en plus au niveau économique une fausse route de partir dans ce sens. Je pense qu'on a très clairement besoin, et je le dis très clairement, d'arrêter la fluidification du marché du travail. On est passé des CDI au CDD à 1 an, puis à 6 mois, puis à 1 mois, puis aux auto-entrepreneurs. Je pense que ça ne fonctionne pas. Personne n'en est content de cela. Et je pense qu'il faut repasser un grand contrat de confiance entre les salariés et les patrons. C'est-à-dire que chacun s'engage sur le long terme, chacun a confiance en l'autre et on travaille main dans la main. C'est plus simple à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est la voie vers laquelle on doit aller et non vers une voie de précarisation, de culpabilisation et de maltraitance, en fait. Alors, 2 choses sur ce que vous avez dit. La première, évidemment, quand vous dites les salariés ne se reconnaissant plus finalement dans leur travail parce qu'on leur demande autre chose que peut-être ce pourquoi ils s'étaient engagés, on arrive finalement à une forme de village Potemkin où les gens font semblant de travailler. Et là, on est tout à fait dans la chute du soviétisme. On voyait à la fin les salariés qui faisaient semblant de travailler. Et moi, qui ai vécu en Russie, c'était pas l'URSS, mais quand même, je pense qu'il y avait des restes. J'allais dans les universités, j'avais l'impression que c'était tous les jours les vacances. Et je m'étais même renseignée sur le jour de vacances là-bas. Je disais, mais c'est les vacances là-bas. Non, en fait, ils faisaient seulement de travailler. Ils étaient là, ils venaient, et pendant leur temps de travail, ils allaient faire des courses. Bon, mais parce qu'ils sentaient bien qu'on se foutait de leur gueule du côté du salaire, donc eux se foutaient de leur gueule du côté du boulot, produit. Donc on est finalement, ça me fait un peu penser à ça. On est en train de tomber là-dedans, doucement, en France, ce qui est quand même dommage. Et deuxième chose, vous dites, il faut qu'on revienne à une forme de confiance et un retour au CDI, etc. Mais là, je me mets du côté de l'employeur, c'est très compliqué, c'est très très lourd. Les charges sont immenses. Ça veut dire un changement complet de modèle économique. Et c'est ça, parce qu'on ne peut pas pointer du doigt les employeurs. C'est une réforme systémique qu'il faut. Ça ne marchera pas dans un système économique hyper volatile où les petits entrepreneurs, pas les grands. Les grands ont de très fortes marges, mais les petits entrepreneurs ont des petites marges, très souvent. Et donc, ça pose une problématique majeure. Mais si on change complètement de système économique, et il n'y a que ça qui peut nous sauver, très clairement, eh bien, à ce moment-là, si on arrête le libre-échange et le fait que les salariés français se retrouvent en concurrence soit avec des Polonais, soit avec des Ukrainiens, pour le poulet par exemple, soit avec des Chinois, eh bien, on peut recréer très clairement des emplois. Si on fait de la commande publique réservée, de l'État stratège, des grands plans, on peut faire quelque chose de complètement différent à ce moment-là et de retrouver une stabilité, des marges raisonnables et de retrouver… Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous faites baisser les salaires comme vous le faites des Français, vous faites baisser la consommation et donc vous faites baisser le chiffre d'affaires des entreprises. Vous vous placez, quand vous voulez faire baisser les salaires, dans un cercle vicieux où, à la fin, eh bien, vous détruisez vous-même votre modèle économique, votre croissance. Oui, mais attendez, on ne peut pas taxer, on ne peut pas accuser les petits employeurs de tenter de mettre le salaire au plus bas. Eux-mêmes doivent tenir leur compte. C'est impossible à tenir aujourd'hui. J'accuse le système, Clémence. Il ne faut pas confondre. Je ne confonds pas le petit entrepreneur. Je veux dire, s'il a des marges suffisantes, il pourra payer.
D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, Clémence. Moi, je dis vive la pénurie d'emploi. S'il y avait vraiment une pénurie d'emploi, les emplois vacants. Vous savez pourquoi? Parce qu'enfin, ça va faire augmenter les salaires. Est-ce que les salariés sont les damnés de la terre qui doivent toujours voir baisser leur salaire pendant que des grands patrons voient leur fortune exploser à 200 milliards. Oui. C'est ça le monde dans lequel on est. Et je vous le dis, c'est un totem, les gens n'osent pas le dire. Mais stop, ça suffit. On sait qu'il y a 96% des dividendes qui vont à 1% des foyers français. Eh bien, ce sont ceux-là, c'est 1% pour lequel le gouvernement bosse contre l'ensemble de la population. On a un gouvernement qui est en guerre contre les Français et qui bosse pour les 1%. Oui. Et l'emblème, c'est Bernard Arnault, le pote de Macron, celui qui lui fait la pub dans tous ses journaux. Parce que, en fait, tout ça, c'est un grand truc. Les grands patrons achètent des médias. Vous êtes contre ces médias-là. Ils achètent des médias et finalement, ils font leur publicité. Et ils font la publicité des hommes politiques qui les servent. Voilà le système. Et je vais vous le dire, je dis aux Français, maintenant, bougez-vous, arrêtez de vous laisser faire par les hyper riches qui sont en train de vous exploiter, qui font le bouc émissaire des chômeurs, qui sont vos frères, qui sont sans emploi, qui n'ont pas d'argent. Maintenant, il faut se révolter contre ces gens et arrêter d'avoir peur vous-même. Parce que tout salarié, à un moment donné, il peut devenir un chômeur. Donc, si vous faites le bouc émissaire, le chômeur, c'est vous-même qui serez le bouc émissaire des autres plus tard. Oui, oui. Excusez-moi pour le coup de gueule, mais je sens cette peur chez les Français. Oui. Arrêtez de vous et d'obéir au gouvernement qui vous écrase. Oui, et la casse sociale, finalement, est organisée. Alexandra Dupuis, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Bah, c'est compliqué de pas être d'accord. Enfin, en tout cas, sur le système. Après, je crois que, encore une fois, moi, je suis pas compétente économiquement. Non, mais sur la Je casse crois sociale, vous que êtes je vois, compétente. voilà, Sur le... par contre, pas là, c'est ce que j'allais vous dire. Par contre, sur la casse sociale, je suis compétente. Et encore une fois, j'ai vu les choses se déconstruire et ce système-là, tel qu'on le voit arriver, tel qu'on le constate aujourd'hui, parce que je pense que c'est effectivement, on est dans une évolution, non pas une révolution d'ailleurs, mais dans une évolution qui va dans le sens du sacrifice des salariés, parce que je vous rappelle que parallèlement à tout ça, on a ce fameux barème Macron contre lequel nous on se bat, et on n'est pas tout seul. Quand je dis nous, c'est les avocats, c'est les magistrats, qui est un barème donc qui limite l'indemnisation des salariés qui sont licenciés de manière abusive. Donc là, on parle de situations dans lesquelles des employeurs ont fait le choix, notamment de faire des licenciements économiques qui étaient injustifiés, parce que vous savez, quand on parle de licenciements économiques, on a le sentiment que ce sont effectivement, et ça arrive, des entreprises qui sont en liquidation ou qui sont en tout cas en difficulté financière et qui sont obligées de restructurer, de supprimer des emplois, etc. Mais il y a aussi tous ceux qui mettent en place des licenciements économiques et qui restructurent pour rendre plus rentables des entreprises qui sont déjà riches à millions et qui donc sacrifient des emplois. Et aujourd'hui, vous avez un système qui fait que le salarié qui va aller devant le Conseil de prud'homme dénoncer ce licenciement économique va être indemnisé dans un barème qui est extrêmement restreint et qui va donc baisser de plus de la moitié, franchement, voire 2/3 dans certains cas, l'indemnisation qu'il touchait il y a, avant cette réforme, donc il y a un peu moins d'une décennie maintenant. Donc, si vous voulez, on a un salarié qui va arriver, donc qui va être licencié de manière abusive par donc des entreprises qui profitent d'un système qui leur permet aujourd'hui de se délester de salariés d'une manière très facile et sans qu'économiquement ça leur coûte trop. Lui arrive sur le marché de l'emploi, donc en étant demandeur d'emploi, avec une indemnité de prise en charge de ce licenciement abusif qui est restreinte de manière vraiment très importante. Donc on n'a déjà pas tenu compte de ce qu'il a subi jusqu'ici. La justice n'a pas été en mesure de lui rendre justice. Et il arrive sur le marché du Pôle emploi, enfin de France Travail. France Travail, je ne m'y fais pas. C'est parce que sans doute, il y a un pléonasme là-dedans qui me déplaît. Et il arrive en étant donc sacrifié sur le plan du Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on va lui dire, écoutez, vous êtes au chômage, mais finalement, c'est votre faute. Bougez-vous les fesses, vous avez qu'à aller travailler, c'est facile, du travail, il y en a plein. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'on a facilité les licenciements par des employeurs qui sont des employeurs véreux, évidemment. Moi, quand je parle de ça, je ne parle pas de ceux qui sont obligés de licencier parce que sur un plan économique, ils ne peuvent pas faire autrement. Je ne parle pas non plus de ceux qui licencient des salariés qui méritent d'être licenciés. Je parle de ceux qui, effectivement, sont en fraude avec le système. Et tous ces gens-là sont légitimés dans leur position. Et vous avez en plus un salarié qui va être culpabilisé dans le fait qu'il se retrouve dans cette situation qu'il n'a pas voulu.
Voilà. Vous Oui. savez, moi, j'ai encore aujourd'hui des gens qui se sont tournés vers moi, que je ne citerai pas, parce qu'évidemment, il s'agit de protéger le secret qui me lie à eux. Mais encore très récemment, j'ai été saisie d'un plan social qui doit sacrifier 4000 personnes sur le territoire français. Français. Là, aujourd'hui, 4000. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est pas, moi, je ne pense pas qu'on est, bien sûr qu'on est dans une crise, mais il y a une croissance de l'emploi qui existe parallèlement. Il y a des entreprises qui créent l'emploi aujourd'hui, il y en a, et qui même créent du bon emploi. Mais ceux-là, on ne les voit pas. Voilà, parce que c'est pas ce qu'on vous montre, hein. De toute façon, c'est pas ce qu'on veut vous montrer. Et puis, il y a aussi une croissance du mauvais emploi, c'est-à-dire de l'emploi qui est précaire, effectivement, notamment dans la restauration. Et je rejoindrai quand même le propos qui était tenu dans ce que, alors, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause du Covid, mais effectivement, il y a une prise de conscience des Français sur le fait qu'ils ne voulaient plus travailler à n'importe quel prix et dans n'importe quelles conditions. Et ils se sont un peu réveillés sur cette période-là. Et il y a eu une volonté de beaucoup de personnes, et je pense que c'est bien, de dire aujourd'hui, nous, on veut plus mourir à la tâche, voilà, et on veut plus effectivement travailler dans des conditions abominables. Je pense à la restauration, mais il y a beaucoup d'autres emplois ouvriers notamment Mmh. qui existent, où les gens sont extrêmement mal payés et où ils se lèvent à des heures pas possibles, où ils font les 3-8 jusqu'à 65 ans maintenant. Et peut-être qu'effectivement, il n'y a pas encore ce soulèvement qu'on peut attendre d'eux, mais en tout cas, leur façon à eux de dire on veut plus, ben, c'est de plus prendre ces emplois-là. Alors, ils ne sont pas dans la Je me rue avec des permets, pancartes en train de dire je me permets de effectivement. réagir. Oui, Allez-y, bien. Philippe. Ouais. Je me permets de réagir sur la restauration. Le vrai problème, par exemple, des emplois dans la restauration à Paris, à Lyon, Bordeaux, dans des grandes villes très chères, c'est quoi? C'est que les salariés sont généralement pas assez payés pour pouvoir, quand on Vivre est sur payé place. Ouais. 1500 € et même 2000 €, vous pouvez très difficilement vivre à Paris. Avec 2000 €, vous pouvez avoir une chambre de bonne à Paris alors que vous êtes chef serveur, chef de rang, donc responsable des serveurs d'un restaurant Mmh. assez correct. Mmh. Donc en fait, comme c'est des métiers fractionnés, c'est-à-dire que la restauration, vous venez par exemple de 10 h à 14 h, puis de 17 h à 22 h. Si vous habitez loin, à 1 heure de travail, à 1 heure de route de votre travail, ça veut dire que vous avez 4 heures, vous voyez, 1 heure et 1 heure fois 2, vous avez 4 heures de déplacement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des problématiques. Donc c'est stupide d'aller euh, dire des choses très simplistes en disant les gens ne veulent pas bosser en restauration. Moi, vous voyez, j'habitais à Paris, 16e arrondissement. Il y avait une dame qui travaillait dans une grande maison de fromage très connue, de luxe. Elle me disait, j'ai 2 h 30 de transport. Elle habitait à Meaux, c'est-à-dire 60 km de Mmh. Paris. C'est même plus la banlieue, là. C'est au-delà de la banlieue. Et c'était 2 h 30 de transport minimum par jour. Mmh. Donc, ça pose des vraies problématiques. C'est pas si simple quand on a 2 h 30 de transport pour avoir une vie. Alors, vous imaginez que si vous êtes une mère, vous faites comment pour vous occuper de votre enfant? Ah oui. Comment pour aller chercher votre enfant à l'école? Enfin, tout ça devient très compliqué. Il faut prendre en compte l'ensemble de ces choses-là avant de dire les Français sont des feignants, il y a des emplois vacants, c'est pas normal. Ouais, ouais, ouais. Non, mais pour avoir bossé dans la restauration, c'est un métier très, très dur. Et si on n'a pas la passion, et en fait, ce qu'on explique depuis le début, c'est que le sens ou la passion des métiers sont en train de disparaître, puisque finalement, on ne permet plus à ces personnes d'avoir connaissance de leur objectif jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent, d'aller jusqu'au bout de la qualité du produit qu'ils vendent, parce que justement, on est dans une rationalisation qui fait qu'on est plus dans la quantité que dans la qualité, et ça peut aller jusque dans la restauration d'ailleurs. Donc en fait, C'est juste Clémence. Quand vous dites ça, quelqu'un qui adore la restauration, il va accepter ses désagréments ouais. et le fait que c'est compliqué, on a des journées hachées en 2 parties, qu'on Mm. n'a pas ses week-ends, Ah on oui. n'a pas ses soirées. Et en fait, Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'horticulteur, traverse la rue et devient restaurateur. Ah Maintenant, oui. ça ne peut pas fonctionner comme ça. Les gens ne peuvent pas prendre non plus n'importe quel job qui ne correspond pas à leur passion, parce qu'ils vont mal le faire, tout simplement, à ce moment-là. Ils Oui. ne vont pas le faire avec passion, avec engagement. Et on finit par la destruction de la qualité pour servir la quantité, comme vous le dites. Et voilà, et ça, c'est peut-être ça, finalement, le grand plan final voulu par la Macronie. C'est la rationalisation vers une quantité, on oublie toute la qualité, et c'est dommage parce que ça faisait partie de la spécificité française. Merci beaucoup à vous deux.